Madame la Commissaire, chers amis représentants des régions, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour un débat ô combien important, ça a été dit de part et d'autre. Mais au préalable, avant de rentrer sur le fond du sujet, j'aurais deux petits messages amicaux à faire passer. Le premier, à nos amis britanniques, à qui j'ai envie de dire « You never walk alone, you must stay with us ». Et le deuxième message, mais je vois que malheureusement ils ont déjà quitté la salle, je voulais saluer chaleureusement les collègues d'IG Metall Sarstahl qui étaient présents tout à l'heure ici pour assister à ce débat. Ils sont là pour démontrer effectivement l'attachement qu'ils ont à leur entreprise, à leur secteur, mais aussi l'inquiétude qu'ils ont face aux non-prises de position européennes. Et c'est justement là où je fais la transition avec le travail qui a été le mien pendant ces 2 dernières années. Vous avez tout à l'heure cité la CECA. Effectivement, moi je suis un enfant de l'acier, je suis même un homme d'acier et je suis un enfant de la CECA. J'y travaillais pendant 35 ans dans le secteur de la sidérurgie et au préalable, j'ai simplement envie de dire que ce soit à Liège, que ce soit en Grande-Bretagne, en France ou ailleurs, une industrie sidérurgique, c'est beaucoup plus qu'un endroit où on produit de l'acier. Ce qui a fait la richesse de l'Europe, ce qui a fait la richesse des régions, c'est effectivement des entreprises qui ont permis non seulement de donner de l'emploi à des milliers de travailleurs, mais ce sont des entreprises qui ont permis de créer la richesse des régions. C'est grâce à ces entreprises-là que nous avons des routes, des crèches, des écoles, des hôpitaux, etc., etc. Donc tout ça pour dire que lorsqu'une entreprise, effectivement de l'acier, mais quelque entreprise que ce soit, disparaît d'un territoire, ce n'est pas uniquement les emplois inhérents à l'entreprise qui souffre, c'est toute une région qui souffre, d'où l'importance de soutenir cette économie qui est effectivement capitale pour notre avenir. Et donc, dès 2014, lors de mon arrivée ici au Parlement européen, puisque je viens de ce métier, puisque je viens de ce secteur, et je mesure l'importance d'avoir des entreprises qui produisent de l'acier. Pour vous donner un peu un ordre d'idée et des dégâts que la concurrence chinoise pourrait provoquer, et qui commence déjà à provoquer dans les semaines et les mois à venir, l'Europe consomme chaque année en moyenne, à peu près, plus ou moins, 170 millions de tonnes d'acier. La surcapacité de production de la Chine, je dis bien la surcapacité, c'est 350 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine a une surcapacité qui est double à notre propre consommation. Donc ça vous donne un peu l'étendue des dégâts et donc l'urgence, effectivement, à prendre des mesures. Et cette urgence-là, dès 2014, mon équipe et moi-même, nous avons voulu les mettre en exergue et nous avons voulu effectivement pointer les obligations des uns et des autres, que ce soit des États, des industriels, mais aussi de l'Europe, à prendre immédiatement des mesures. Et pour ça, nous ne sommes pas contentés uniquement de faire un rapport depuis un bureau, qu'il soit bruxellois ou strasbourgeois. Nous avons voulu aller sur le terrain. Nous avons fait, pas le tour de l'Europe, c'est un peu prétentieux, mais nous avons fait 10 pays européens. Et à chaque fois, nous avons voulu rencontrer les acteurs locaux, les sidérurgistes, les patrons eux-mêmes, les organisations syndicales, les représentants locaux et les ONG, parce que qui dit production d'acier parle effectivement respect de l'environnement. Et moi, je fais partie de ceux qui m'opposent à ceux qui essaient de nous faire croire qu'il faut qu'on fasse un choix, ou c'est l'industrie, ou c'est le respect de l'environnement. Et je peux vous assurer que les deux sont possibles, à condition d'y investir, évidemment. Donc, ça a été dit tout à l'heure, l'enjeu majeur aussi d'un secteur comme celui de l'acier, c'est de pouvoir lutter contre le changement climatique et contre les prix élevés de l'énergie, ça a été dit. Et c'est pour ça qu'on demandait instamment à la Commission que les industries à forte intensité énergétique, par exemple, poursuivent leurs efforts visant à optimaliser les mesures en matière de recyclage et à réduire les émissions de CO2 afin d'assurer la compétitivité future de notre industrie. On a parlé de l'ajustement carbone aux frontières. Là aussi, on a à faire face à tous des lobbyistes ou des groupes de pression de toutes parts qui nous disent que l'ajustement carbone aux frontières serait une règle anti-OMC. Je rappelle simplement la différence, parce que souvent on mélange la taxe carbone et l'ajustement carbone aux frontières. Une taxe carbone aux frontières, c'est un impôt qui est prélevé par un État. Et avec cet argent, l'État, il en fait ce qu'il veut. Il en dispose comme il veut, il peut l'utiliser comme bon lui semble. L'ajustement carbone aux frontières, c'est quoi ?
C'est simplement une mesure de traitement équitable entre l'industrie européenne et le reste du monde. Parce que pour revenir toujours à l'exemple chinois, aujourd'hui, en moyenne, je raisonne bien en moyenne, lorsqu'on produit une tonne d'acier en Chine, on émet 3 tonnes de CO2. Lorsqu'on produit une tonne d'acier en Europe, on émet 2 tonnes de CO2. Et au moment même où nous sommes en train de réformer l'ETS, la politique des émissions, des échanges de CO2, eh bien l'Europe, en tout cas, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que l'Europe est encore une économie perdue au milieu de nulle part. Il y a beaucoup de commissaires, beaucoup de personnes au Conseil qui n'ont toujours pas compris que l'économie est globalisée et que c'est bien effectivement de prendre des mesures pour défendre la planète et l'environnement. C'est toujours bon de défendre la planète et l'environnement. C'est même d'ailleurs les premiers bénéficiaires, ce sont les salariés eux-mêmes, parce que lorsqu'on diminue la pollution d'une entreprise, on améliore les conditions de travail et de vie des salariés, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais en même temps, nous ne devons pas ignorer que nous sommes face à une concurrence mondiale. Et c'est là où le bât blesse. C'est là où je fais partie de ceux qui disent oui, il faut effectivement donner un prix au CO2. Oui, il faut effectivement impulser une politique pour dire le pollueur doit payer. Parce que c'est dans l'intérêt de tous. De tous. Nous n'avons pas le droit de laisser en héritage à nos enfants une poubelle. Mais en même temps, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était, et à travers la réforme ETS, et c'est là où j'ai un profond désaccord avec bon nombre de commissaires et avec bon nombre de fonctionnaires de la Commission, c'est de dire vous ne pouvez pas uniquement imposer une charge supplémentaire aux industriels européens et faire fi de toutes les importations. À titre d'exemple, l'année dernière, 37 millions de tonnes d'acier chinois ont pénétré le marché européen. Et je vais faire un calcul très sommaire, mais pour vous donner une idée, y compris des dégâts économiques. 37 millions de tonnes d'acier, multiplié par 3 tonnes de CO2, multiplié par 10 € la tonne de CO2, ça fait plus d'1 milliard d'euros que l'économie européenne a laissé filer. Et je peux vous assurer qu'avec 1 milliard d'euros, on peut en faire des choses. On peut en faire des choses et on peut surtout impulser une politique dynamique d'innovation, de recherche et de développement. Et c'est là où nous avons notre faiblesse. Et lorsqu'on stigmatise l'Europe, et là je m'adresse aux amis britanniques, lorsqu'on stigmatise l'Europe, lorsqu'on dit c'est pas nous, c'est Bruxelles, là je lance un cri. Je dis il faut qu'on arrête l'hypocrisie de certains chefs d'État. On ne peut pas dire blanc à Bruxelles et dire noir dans notre capitale d'origine. Et je dénonce aujourd'hui l'attitude de M. Cameron. Je dénonce l'attitude de M. Cameron où lorsque dans la crise de l'acier, parce que Tata Steel a annoncé qu'il se désengageait de la Grande-Bretagne, parce qu'il a compris, Tata Steel a compris que Cameron n'était pas prêt à défendre l'industrie de l'acier, et que M. Cameron dit à Londres, c'est pas moi, c'est Bruxelles qui m'empêche de faire des choses. Et ici, effectivement, il fait partie des pays qui bloquent toute modernisation des instruments de défense commerciale. Je dis halte à l'hypocrisie. Effectivement, l'Europe a une responsabilité, mais ce ne sont pas les institutions européennes, ce sont les États qui portent bien souvent une plus grande part de responsabilité. Et donc, je vous incite, vous, les amis représentants des régions, à faire aussi pression sur vos États pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Si on veut une industrie forte, si on veut un acier propre, dynamique, innovant, etc., nous avons l'obligation de défendre collectivement l'acier européen. L'autre mesure aussi que nous avons défendue, effectivement, c'est un soutien aux investissements dans la production de métaux à faible teneur en carbone. Mais, encore une fois, il n'y a pas un investissement qui pourra lutter durablement contre le dumping chinois. Il nous faut des mesures de défense de l'industrie. Et au moment où j'entendais Madame le commissaire, Madame Bieńkowska, avec tout le respect que je lui porte, dire que la Chine s'est engagée à réduire leur production, et je m'inscris en faux. Vous n'avez qu'à regarder la presse d'aujourd'hui où, après la visite d'Angela Merkel en Chine, pour dire aux Chinois qu'effectivement la crise de l'acier ne peut plus durer, que les Chinois avaient aussi leur part d'efforts à faire, eh bien un certain nombre d'aciéristes chinois ont redémarré leur production. C'est-à-dire qu'eux ont vraiment une stratégie. Et ceux qui pensent que, effectivement, le laisser-faire, le libre marché, ça doit être la règle immuable, eh bien, il faudra qu'on m'explique comment peut-on, y compris à travers tous les investissements, qu'ils soient privés ou publics, pourrait-on lutter contre un prix d'acier chinois qui est vendu sur notre marché
à 50% du prix de revient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le miracle chinois, j'ai souvent entendu parler du miracle chinois, je ne savais pas ce que c'était, maintenant je l'ai compris, c'est-à-dire que les Chinois sont capables de vous vendre une tonne d'acier au prix des matières premières. Cherchez l'erreur. Donc là, effectivement, il y a urgence à réagir. Ça a été dit tout à l'heure, c'est quasiment 350 000 emplois directs. Et vous savez très bien qu'un emploi industriel en engendre 3 autres. Donc les conséquences, c'est plus d'1 million d'emplois qui pourraient disparaître très rapidement et encore plus vite si l'Europe persiste et signe à reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine. Là aussi, je veux m'arrêter 2 secondes pour nous en appeler à notre responsabilité collective. Et j'en appelle à la responsabilité de chaque chef d'État. Hier, nous avons eu un débat avec Mme Bieńkowska, elle l'a dit elle-même, et je suis d'accord avec elle, la Chine n'est pas une économie de marché. Nous sommes tous d'accord avec ça, avec ce constat. La seule question que moi je me pose, alors, si nous sommes d'accord sur ce constat, pourquoi la Commission s'obstine malgré tout à vouloir reconnaître ce statut à la Chine? Que se cache derrière cette peur, cette influence, ce silence de la part de les chefs d'État? Que se cache derrière? La peur des mesures de rétorsion. Là aussi, je rappelle que c'est contraire aux règles de l'OMC. Donc, nous avons aussi des outils juridiques pour ramener la Chine et les Chinois au droit international. Et je mets aussi l'accent sur un rapport qui a été édité le 22 février dernier par la Chambre du commerce européenne en Chine, qui nous met en garde collectivement, les parlementaires européens, la Commission et le Conseil, qui nous dit qu'il n'y a pas que l'acier où il y a une surcapacité de production. Il y a l'aluminium, il y a le verre, il y a la chimie, il y a la céramique, il y a le papier, il y a 7 grands secteurs industriels qui sont en surcapacité de production et la Chine n'a entamé aucune réforme économique. Donc ça veut dire que la Chine est dans les starting blocks, elle attend avec impatience qu'on lui reconnaisse le statut d'économie de marché au 1er janvier 2017 et je peux vous assurer que ça sera un tsunami de produits manufacturés qui viendront pénétrer le marché européen et nous ne pourrons rien y faire. Donc c'est maintenant que ça se passe. Et là aussi, en présence des collègues d'IG Metall, en présence des représentants du Industrial, le syndicat européen qui représente 50 millions de travailleurs, qui viennent de voter à l'unanimité la semaine dernière à Madrid une résolution dans laquelle ils s'opposent fermement à ce que la Commission reconnaisse ce statut d'économie de marché à la Chine. Et donc j'en appelle une nouvelle fois à Mme Bieńkowska d'être à l'écoute des citoyens européens, d'être à l'écoute des travailleurs, d'être à l'écoute des régions, parce que vous savez mieux que quiconque l'importance économique, sociale et politique d'avoir ces industries dans vos territoires. Et donc, avec nous, avec moi, avec d'autres, je vous demande effectivement de faire en sorte que la Commission entende raison et qu'il n'y aura pas d'autre issue possible que de ne pas reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, parce que ça n'est pas une économie de marché à la Chine. Et par-dessus le marché, et Mme Bieńkowska a souligné la difficulté européenne, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui la majorité qualifiée pour moderniser les instruments de défense commerciale. Donc ça veut dire d'un côté, nous avons la double peine. La Chine qui va encore un peu plus pénétrer le marché européen à travers une politique de prix. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, le secteur de l'acier européen ne souffre pas d'un problème de demande. Aujourd'hui, le secteur de l'acier européen souffre d'un problème de prix. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas un industriel qui gagne de l'argent en produisant de l'acier. Tout ça à cause du dumping chinois, tout ça à cause des subventions massives de l'État chinois. On ne peut pas lutter à armes égales. C'est dans ce sens-là que nous avons fait voter le 16 décembre dernier un rapport qui met en exergue effectivement toutes ces difficultés, mais qui nous incite, qui nous demande prestamment, et surtout à la Commission, surtout au Conseil, regardez bien ce que vous faites, regardez bien les décisions que vous allez prendre, parce que là, c'est tout un pan de l'économie qui est capital, ça a été dit à plusieurs reprises, pour l'économie européenne. L'acier, que ça nous plaise ou pas, il y en a partout, on en aura toujours besoin. L'aluminium, le cuivre, le zinc, etc. Et derrière, ce sont des emplois qualifiés. Et derrière, c'est de l'innovation, c'est de la recherche, c'est du développement. Et en plus, derrière, nous sommes aujourd'hui les référents en termes de respect de l'environnement. Donc,
chers amis, Madame la Commissaire, ne prenons pas le risque de délocaliser nos emplois et d'importer la pollution. Merci pour votre attention.